Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Avignon dans le cadre du salon Medagri. Alors on parlera de captation du carbone, on parlera de biogaz et puis aussi d'innovation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, cette semaine, on met les pieds dans le plat. La réglementation des unités de méthanisation est-elle contre-productive pour la filière biogaz? On apporte quelques éléments de réflexion pour bien tout comprendre. Le prix des crédits carbone est-il bradé au détriment des agriculteurs parfois? On apporte quelques éléments de réflexion pour bien tout comprendre. Un événement à Paris autour du futur de l'agriculture peut-il être fun et décontracté? On apporte... Ouais non, c'est chiant, j'arrête là. Quant à vous les geeks en manque de machinerie et de sujets pointus, je vous vois et vous avez tout intérêt à rester avec nous puisqu'on va voir qu'il peut être intéressant de mélanger une motorisation thermique et électrique ou encore comment un robot peut permettre aux producteurs de noisettes et d'amandes de gagner en valeur ajoutée. Je ne vous prends pas plus de temps, c'est parti pour cet épisode déjà bien chargé. Bisous, enjoy, tout ça. À présent, on va s'intéresser à la méthanisation. Vous allez voir que la réglementation en seulement une année a beaucoup changé et elle risque encore de beaucoup évoluer. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec Deloplanque. Souvenez-vous, l'année dernière, on s'était rendu sur le site Biostrévan Énergie à Manchecourt, encore en construction. La bonne nouvelle, c'est que l'unité est en fonctionnement depuis juin 2022. La mauvaise, c'est qu'une nouvelle réglementation vient compliquer les choses pour ses exploitants. Cette unité, entretenue par deux exploitations, injecte 300 Nm3 par heure de biogaz dans les réseaux depuis juin dernier. Et pour faire aboutir ce projet, il a déjà fallu se soumettre à plusieurs réglementations. Donc Biostrévan Énergie est soumis à deux réglementations. Donc la première, c'est une réglementation ICPE. On a des intrants chaque jour et donc à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on fasse en même temps, en parallèle que du permis de construire, un dossier ICPE au niveau de l'Adréal et de la préfecture. Ensuite, comme nous avons des effluents d'élevage de nos deux exploitations agricoles et éventuellement d'autres effluents comme du lactosérum, on est soumis à une deuxième réglementation qui est l'agrément sanitaire. Donc ça, c'est pour éviter toute contamination bactérienne, etc. et toute diffusion avec le digestant en sortie d'unité de méthanisation. Mais voilà qu'à peine l'unité entrée en fonctionnement, une troisième réglementation entre en scène. Elle s'appelle RED 2 et va entrer en vigueur le 1er juillet 2023 pour encadrer l'apport de matière végétale aux méthaniseurs. Elle va notamment encadrer la durabilité des parcelles consacrées aux cultures méthanisées, mais aussi faire un bilan des gaz à effet de serre émis pour transformer ces matières végétales en énergie verte. La ration de Biostrévan Énergie est en partie composée de cives, alors pas de chance, il va falloir s'y plier, d'autant plus que la démarche s'annonce complexe. Ça va consister en des audits qui vont donc nécessiter énormément de travail, de préparation de données, ensuite d'audits avant d'être homologués et certifiés gaz durable. Ces audits sont tellement compliqués à mettre en place et les données à collecter sont tellement importantes que pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à cette phase-là aujourd'hui chez nous. Il va donc falloir faire preuve de résilience, mais on peut se demander où commence la nécessité d'un cadre si contraignant et à partir de quand cela peut se montrer contre-productif. Le suivi des trois réglementations est hyper important. Et donc les deux premières réglementations ICPE et agrément sanitaire étaient déjà très contraignantes. Demain, la réglementation RED 2 peut, à mon avis, décourager certains nouveaux projets, dans le sens où les porteurs de projets vont passer plus de temps à essayer de répondre aux réglementations qu'à faire tourner leur propre unité de méthanisation. On retiendra donc que la filière biogaz est en pleine effervescence et que pour un lanceur de projet, se préparer à s'adapter à l'évolution de la réglementation est absolument indispensable. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur une nouvelle thématique pour devenir un expert du biogaz.
Cette semaine s'est déroulé un événement assez incroyable. Il s'agit du Co-Farming Fest. Il y a eu de l'humour, mais il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites sur le secteur agricole. Que ce soit le manque de carburant ou même les grèves, rien n'a pu empêcher cette 3e édition du Co-Farming Fest d'être un succès avec plus de 120 personnes réunies mardi dernier au Pan Piper à Paris. Le thème cette année, les 7 péchés capitaux de l'agriculture. En clair, comment préparer au mieux les agriculteurs pour relever les nombreux défis qui vont se présenter. Le matin, un colloque décapant pour tout évoquer sans langue de bois, du concret, pas de PowerPoint que personne ne regarde, pas de présentation magistrale que personne n'écoute, juste de l'échange, mais avec humour et bienveillance. Quant à l'après-midi, il a été consacré à du travail en groupe pour trouver des solutions concrètes et faire évoluer les pratiques. Quel est le bon prix à offrir aux agriculteurs pour la captation du carbone? Justement, on va en parler dans notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec BASF. Une association d'agriculteurs défend l'idée qu'il ne faut absolument pas brader la valeur du carbone au sein des fermes. Elle a ainsi convaincu plus de 200 agriculteurs de commercialiser les crédits carbone dans une démarche collective avec un positionnement tarifaire 2 fois au-dessus de la moyenne du marché. Il y a plein d'entreprises et startups qui proposent de faire des contrats carbone. On a souvent entendu le prix de 25 à 30 € la tonne d'équivalent carbone proposée aux agriculteurs. Il a été décidé au sein de notre association qu'on ne proposerait pas de prix en dessous 60 € la tonne auprès des acheteurs de carbone. Mais comment justifier auprès des acheteurs un prix à la tonne aussi haut par rapport au marché ? Le carbone est un élément du service environnemental qu'on porte et qu'on a la prétention mais aussi la réalité de croire que ce carbone est attaché à une plus-value environnementale extrêmement puissante. C'est un des carbones localisés en France partout dans toutes les fermes. C'est du carbone qui est en lien avec l'acte de production. Il permet d'améliorer la biodiversité des sols autour de la matière organique qui sert de carburant à cette biodiversité. Il améliore la qualité de l'eau et surtout il permet par la réduction de l'ensemble des intrants par le système de l'agriculture de conservation des sols, de produire des aliments en quantité et en qualité dans une perspective de croissance et de coûts abordables pour la population. Selon l'APAD, les agriculteurs ont donc tout intérêt à mettre en avant le caractère premium de leur crédit carbone du fait des co-bénéfices inhérents à leur activité. Sur les 5 ans à venir, l'association prévoit potentiellement la vente de 200 000 crédits carbone. On vous parle souvent d'économie d'énergie, alors c'est vrai que dans l'émission Power Boost on parle de robots, et c'est vrai que j'ai l'impression que vous, Tractor, vous êtes un peu sur un modèle un peu ancien. Vous allez me dire que non, mais le fait d'avoir à la fois un moteur thermique et un moteur électrique, pourquoi ? Alors tout d'abord, Tractor, on est sur une machine 100% électrique. On travaille principalement avec des bacs batteries et tout est entraîné par l'électricité sur Tractor. On peut tenir plusieurs heures, 4-5 heures en moyenne, avec uniquement les batteries sur Tractor. La question se pose après, la problématique c'est plutôt de savoir, une fois qu'on est dans la parcelle avec une machine qui est quand même assez lourde, on ne peut pas transporter sur une remorque permis B, est-ce qu'il faut la ramener tout le temps au hangar pour la recharger ou pas? C'est là la problématique un peu avec cette catégorie de tracteurs. Et nous, le choix que l'on a fait en tout cas, c'est de pouvoir avoir une petite génératrice qui consomme très peu pour embarquer une quantité d'énergie qui sera transformable en électricité. Et ça, grâce à cela, en fait, on a pu faire, grâce à des analyses sur des itinéraires techniques complets, que ce soit en vigne ou en maraîchage, on a pu démontrer qu'on consommait en moyenne, sur des années complètes, 3 litres par heure en utilisation normale. Alors que si vous avez eu uniquement un moteur thermique ? Alors ça, c'est plus des données qui nous sont transmises, mais en tout cas, sur les données transmises, on nous indique que des tracteurs équivalents consommeraient entre 10 et 15 litres par heure. C'est-à-dire que le moteur thermique dans votre robot, il sert surtout à réalimenter les batteries ? C'est ça, il sert à générer de l'électricité de la manière la plus efficace qu'un moteur thermique peut le faire. Alors pour bien comprendre, quand vous dites efficace, ça veut dire que vous l'utilisez dans les meilleures conditions ? Pour transformer en tout cas de l'énergie thermique en énergie électrique, oui, on essaie de l'utiliser dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on va bien faire préchauffer le moteur thermique, on va l'utiliser à son meilleur régime, puis ensuite on va aussi l'entretenir à l'extinction, puisqu'en fait on contrôle totalement quand est-ce qu'il peut être allumé et quand est-ce qu'il peut être éteint.
On peut aussi l'éteindre si jamais on passe à côté d'habitations pour aussi réduire les nuisances sonores. Paul Mordel, merci beaucoup. De rien. Alors je vous ai trouvé une innovation ici dans le cadre du salon Medagri qui est intéressante parce qu'on le sait, il faut aller rechercher de la valeur ajoutée. Et si vous êtes agriculteur, que vous avez développé, pourquoi pas des plantations peut-être de noisettes, de pistaches ou d'amandes, il est possible aujourd'hui de casser directement à la ferme, moyennant cette machine. Bonjour Dominique Favrel. Bonjour. Vous êtes directeur technique donc de Cocas. C'est vrai que vous avez eu un prix ici de l'innovation. Expliquez-moi, l'intérêt de cette machine, c'est de faire toute la casserie à la ferme ? Alors c'est justement donc d'avoir une petite casserie pour faire de la valorisation de produits en direct et en circuit court. Donc pour faire une machine qui est possible d'installer dans un garage, dans un petit local, alimenté en 220 volts, et pour produire et transformer et valoriser un produit en direct avec des clients locaux et un circuit court. Bon, alors je fais des noisettes, j'ai pas envie de passer forcément par une coopérative, j'ai envie de faire mes petits paquets de noisettes et pouvoir les commercialiser, il faut que je débourse 33 000 euros. À peu près, oui, c'est le budget pour faire une machine comme ça. Et vous avez deux innovations. La première innovation, c'est que vous ne travaillez pas avec une soufflerie, mais une aspiration. Pourquoi ? Alors, c'est une technologie qui est dérivée de la semence, qu'on connaît bien puisque ça fait déjà plus de 30 ans qu'on travaille dans ce domaine. Et lorsque l'on a réfléchi à des solutions, on a adapté cette technologie que l'on maîtrise, que l'on connaît, aux fruits à coque. Et ça fait partie donc de l'innovation puisqu'en fait c'est une technologie qui est beaucoup plus précise, qui permet de régler des choses beaucoup plus finement et aussi ça supprime les poussières. Donc on travaille dans un environnement propre et ça c'est pas négligeable. L'autre innovation, c'est le fait de travailler sans eau parce que normalement dans les casseries, c'est vrai qu'on fait appel à de l'énergie, à de l'eau. Vous vous dites à d'autres solutions. Effectivement, c'était un point de recherche important. La tendance aujourd'hui, c'est l'économie d'énergie, l'économie de l'eau. Et on ne se voyait pas faire un produit qu'il fallait mouiller pour pouvoir sécher ensuite. Puisque pour la conservation, il y a besoin de sécher. Donc ça, c'était un leitmotiv pour nous et c'est ce qu'on a recherché. On a trouvé des solutions pour éviter de mouiller et de sécher derrière. Donc, oui, mais Dominique, ce que se disent les personnes qui nous écoutent, c'est que si on mouille, ça a un intérêt. Alors l'intérêt de mouiller, c'est d'éviter de casser l'amendon. Et la difficulté, ça a été ça, de ne pas casser l'amendon sans mouiller. Donc d'avoir un résultat de brisure et un résultat de propreté, puisqu'en fait c'est un produit qualitatif. Il faut que le produit français, local, soit de qualité, sans impact. Et on arrive à avoir des résultats très très propres, voire même meilleurs que certaines casseries industrielles que l'on connaît dans les pays étrangers. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici à Avignon vous a plu. La semaine prochaine, on sera à Metz dans le cadre du salon Agrimax. On aura d'ailleurs un plateau télé là-bas et on vous attend nombreux. Je serai très heureux de vous accueillir sur ce plateau télé. Je vous souhaite une excellente semaine.